Saviez-vous qu'il y a environ 600 millions d'années, la Terre abritait des formes de vie géantes et complexes qui ne ressemblaient en rien aux animaux que nous connaissons aujourd'hui? C'est un fait étonnant qui nous transporte dans un monde primordial, où l'évolution expérimentait des designs radicalement différents. Ces créatures, les plus anciennes preuves d'animaux complexes, habitaient les océans de notre planète ancestrale. Leur existence fut longtemps un mystère, jusqu'à ce que les découvertes paléontologiques commencent à révéler leur singularité. Ils sont connus sous le nom de Biota d'Ediacara, un groupe d'organismes qui a dominé la Terre pendant la période édiacarienne. Cette période géologique s'est étendue d'il y a 635 millions d'années à il y a 541 millions d'années. Elle a marqué un chapitre crucial dans l'histoire de la vie, bien avant la célèbre explosion cambrienne. Les premières découvertes significatives de cette biota ont eu lieu dans les années 1946. Un géologue nommé Reginald Sprigg a fait des découvertes importantes dans les collines d'Ediacara, au sud de l'Australie. Ces roches de grès ont exceptionnellement préservé les impressions de ces êtres mous. Avant Sprigg, en 1933, une écolière nommée Tina Negus avait trouvé un fossile similaire. Cette découverte a eu lieu dans la forêt de Charnwood en Angleterre, mais son importance n'a pas été immédiatement reconnue. La créature fossile de la forêt de Charnwood a reçu le nom de Charnia mazoni. C'est l'un des exemples les plus emblématiques et les mieux étudiés de la biota d'Ediacara. L'identification de Charnia mazoni fut fondamentale car c'était la première fois qu'un fossile complexe était trouvé dans des roches aussi anciennes, du Précambrien. Cela a démontré que la vie multicellulaire et de grande taille existait déjà bien plus tôt qu'on ne le pensait. Mais comment était le monde dans lequel ont vécu ces créatures extraordinaires? La planète était récemment sortie d'une période de glaciation extrême, connue sous le nom de Terre boule de neige. Les océans dégelés et les conditions environnementales commençaient à se stabiliser. Les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère et dans les mers augmentaient progressivement. Cette augmentation d'oxygène fut un facteur clé pour l'émergence d'organismes de plus grande taille. Auparavant, la vie était dominée par des bactéries et de très petits organismes unicellulaires. La biota d'Ediacara a représenté un saut évolutif monumental dans la complexité biologique. Et quelles étaient les caractéristiques physiques de ces énigmatiques habitants marins? Leur corps était généralement mou, sans squelette ni coquille dure. Cela explique pourquoi leurs fossiles sont principalement des impressions ou des moules dans les roches. Beaucoup d'entre eux avaient des formes plates, ce qui leur permettait d'absorber les nutriments directement de l'eau environnante. Ils manquaient de bouche, de système digestif complexe ou d'appendices locomoteurs. Leur conception présentait souvent une symétrie unique, différente de la symétrie bilatérale ou radiale des animaux modernes. Certaines formes étaient feuillues semblables à des fougères, ancrées au fond marin. D'autres avaient un aspect similaire à des disques ou des matelas remplis d'air ou liquide. Ce motif de matelassage est connu sous le nom de modèle de construction des organismes vendobiontés. L'un des membres les plus célèbres est Dickinsonia, avec sa forme ovale et segmentée. Elle pouvait atteindre jusqu'à 1,40 m de long, une taille impressionnante pour l'époque. Les fossiles de Dickinsonia montrent des segments répétés qui alternent le long d'un axe central. Des recherches récentes suggèrent que Dickinsonia se déplaçait lentement sur le fond marin. Elle laissait des traces qui indiquent une absorption de nutriments à travers sa surface corporelle. Ce mode d'alimentation, appelé osmotrophie, était courant parmi la biota édiacarienne. Un autre organisme notable est Spriggina, qui présente une symétrie bilatérale rudimentaire. Son corps avait une tête définie et un tronc segmenté, ce qui l'a fait ressembler à un arthropode. Pendant longtemps, on a cru que Spriggina était l'un des premiers arthropodes. Cependant, des analyses ultérieures ont remis en question cette classification. Ces segments ne montrent pas le même schéma de croissance que ceux des arthropodes modernes. Pour cette raison, sa position dans l'arbre de la vie reste sujette à débat. Et qu'en est-il de Kimberella, une créature en forme de limace qui aurait pu être un mollusque primitif? Kimberella est crucial car c'est l'un des rares organismes édiacariens avec des preuves de mobilité directionnelle. Les traces fossiles associées à Kimberella démontrent qu'elle se déplaçait sur le fond marin. Cela implique la présence d'un pied musculaire, une caractéristique des mollusques. De plus, des éraflures ont été trouvées dans les tapis microbiens où elle vivait. Cela suggère qu'elle se nourrissait en raclant les biofilms d'algues et de bactéries du fond marin. Si Kimberella est réellement un mollusque, elle représente l'une des preuves les plus solides de la présence de véritables animaux dans l'édiacarien.
Charnia, quant à elle, est une énigme fascinante avec sa forme de fronde arborescente. Elle poussait ancrée au fond marin et se nourrissait par absorption comme un corail moderne, mais ce n'était pas un animal. Sa croissance est fractale, où chaque ramification est une version miniature de la précédente. Ce motif de croissance ne s'observe chez aucun animal ou plante actuel. Ce qui suggère que Charnia appartient à un lignage complètement éteint. Le tribrachidium est une autre forme de vie édiacarienne avec une symétrie triradiale unique. Son corps était un disque avec 3 bras en spirale qui rayonnaient depuis le centre. On pense également qu'il s'ancrait au fond marin et absorbait les nutriments de son environnement. La diversité des formes dans la biota édiacarienne était surprenante. Plus de 50 genres différents ont été identifiés dans des sites fossiles à travers le monde. Les principaux gisements comprennent les collines d'Ediacara en Australie, la péninsule de Terre-Neuve au Canada, ainsi que la région de la Mer Blanche en Russie et les montagnes de Flinders également en Australie. Ces sites nous offrent une fenêtre inestimable sur un écosystème préhistorique. L'écologie de l'Édiacarien était très différente d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de prédateurs actifs au sens moderne avec des bouches et des systèmes digestifs. L'interaction entre les organismes était principalement passive. Les organismes édiacariens vivaient dans un jardin sous-marin relativement pacifique. Ils se nourrissaient des tapis abondants de cyanobactéries et d'autres algues qui couvraient le fond marin. Les conditions marines étaient calmes avec peu de turbulences et peu d'érosion. Cela a permis la préservation de ces délicates empreintes dans des sédiments fins. L'absence d'animaux fousseurs ou bioturbateurs a aidé à maintenir intactes les couches du fond. Et quel est le grand débat concernant la classification de ces êtres? La plupart des scientifiques s'accordent à dire que la biote édiacarienne représente une expérience évolutive. Une expérience avec la multicellularité et les grands corps, différentes des lignées qui ont prospéré par la suite. Certains chercheurs les considèrent comme des parents très éloignés des animaux modernes. D'autres proposent qu'ils étaient un groupe totalement séparé, un règne de vie éteint. Ils ont été appelés vendobiontés, un groupe monophylétique à part entière. Le manque de caractéristiques animales claires, comme une bouche, un anus, un système nerveux central ou des muscles, rend leur catégorisation difficile. Leur mode d'alimentation par absorption cutanée les éloigne de plupart des animaux contemporains. Mais la présence de mobilité chez Kimberella et la symétrie bilatérale chez Sprigina soulèvent des questions. Ces traits pourraient indiquer une relation plus étroite avec les ancêtres des animaux. Qu'est-ce qui a conduit à la disparition de la biota édiacarienne? Il existe plusieurs théories qui tentent d'expliquer son extinction massive à la fin de leur période. Une des hypothèses suggère un changement environnemental global. La diminution des niveaux d'oxygène dans les océans aurait pu être un facteur. Une autre théorie pointe vers l'augmentation de la prédation et de la compétition. Avec l'apparition de nouveaux groupes d'animaux au Cambrien, l'Édiacarien s'est retrouvé sous pression. Les premiers animaux dotés de bouches et de systèmes digestifs complexes, tels que les vers primitifs. Ces nouveaux prédateurs auraient consommé les tapis microbiens dont se nourrissaient les édiacariens. De plus, l'apparition d'animaux fouisseurs aurait détruit leurs habitats. La bioturbation du sédiment par ces organismes aurait empêché la préservation des édiacariens. Les organismes du Cambrien ont également développé des stratégies de vie différentes. Beaucoup se déplaçaient plus rapidement, ont développé des squelettes et des coquilles pour se protéger. Ces innovations évolutives leur ont donné un avantage compétitif décisif. Les édiacariens, avec leur corps mou et leur mode de vie sessile ou à mouvement lent, n'ont pas pu s'adapter. Par exemple, un animal comme Funisia dorothea, qui formait des colonies, a été associé à des organismes de type ver du Cambrien. Cela suggère un lien possible entre certaines formes édiacariennes et les premiers animaux plus reconnaissables. Mais la grande majorité de la biota édiacarienne a simplement disparu. Ils ont laissé un vide écologique qui a été rapidement comblé par l'explosion de diversité du Cambrien. L'extinction édiacarienne est un événement de transition critique dans l'histoire de la vie. Merveilleusement, ce ne fut pas seulement la fin d'une ère, mais le début d'une autre. Le registre fossile postérieur à l'Édiacarien montre une explosion de formes animales.
Des formes qui présentent les caractéristiques corporelles fondamentales de la plupart des groupes d'animaux modernes. L'importance de la biota édiacarienne est immense pour la biologie évolutive. Elle nous démontre que l'évolution ne suit pas un chemin linéaire. Qu'il y a eu de multiples essais et erreurs dans la construction de la vie complexe. Ces organismes nous obligent à réévaluer nos idées sur ce que signifie être un animal. Leur étude nous aide à comprendre les conditions environnementales qui ont permis l'apparition de la vie multicellulaire. Les niveaux d'oxygène, la disponibilité des nutriments et l'absence de prédateurs ont été des facteurs critiques. Comprendre l'édiacarien est vital pour démêler les mystères de l'évolution précoce. C'est une fenêtre sur une époque où la vie commençait à peine à explorer ses possibilités. Les fossiles édiacariens sont une preuve tangible de l'incroyable résilience et adaptabilité de la vie. Ils nous enseignent que l'histoire de la Terre est pleine de mondes perdus et de formes de vie oubliées. Un monde où l'imagination de la nature est allée encore au-delà de ce que nous pourrions concevoir. Leur héritage persiste dans les roches, attendant d'être interprété par les générations futures de scientifiques. L'analyse des isotopes de carbone dans les sédiments édiacariens indique de grandes fluctuations. Cela suggère des changements significatifs dans le cycle global du carbone et de l'oxygène océanique. Ces variations environnementales pourraient avoir stimulé la diversification. Elles pourraient aussi avoir précipité la disparition de certaines formes de vie. Par exemple, l'événement de Shura-Monoka est une anomalie isotopique négative. Il est associé à une augmentation globale de la matière organique et à une anoxie océanique. Cet événement a eu lieu juste avant le début de la période édiacarienne. D'autres événements d'anomalie de carbone, comme l'excursion de la mer Blanche, se produisent au sein de la période édiacarienne. Ces données géochimiques sont cruciaux pour comprendre le contexte environnemental de ces organismes. Elles nous aident à reconstituer la chimie des océans primitifs. La préservation des fossiles édiacariens est unique grâce au tapis microbien. Ces biofilms de bactéries et d'algues recouvraient le fond marin. Lorsqu'un organisme mourait et restait sur ces tapis, des impressions se formaient. Les couches de sédiments fins se déposaient rapidement, recouvrant et préservant la forme. La pyrite, un minéral de sulfure de fer, joue également un rôle. La pyrite, un minéral de sulfure de fer, joue également un rôle. À certaines occasions, les fossiles se sont pyritisés, ce qui a amélioré leur préservation. Cela est particulièrement vrai pour les fossiles trouvés dans la mer Blanche en Russie, où la minéralisation précoce a aidé à créer des moules tridimensionnels. La compréhension de ces processus taphonomiques est fondamentale pour interpréter les fossiles. Elle nous permet d'inférer les caractéristiques des tissus mous qui ne se sont pas fossilisés directement. La recherche se poursuit sur de nombreux fronts. Les scientifiques utilisent des techniques de balayage tridimensionnel. Cela leur permet d'étudier les fossiles avec un détail sans précédent. Des microfossiles et des biomarqueurs moléculaires sont recherchés au sein des roches édiacariennes. Ces biomarqueurs sont des molécules organiques qui peuvent indiquer la présence de certains types d'organismes. Par exemple, des stéroïdes spécifiques peuvent être des preuves de la présence d'algues ou d'animaux. Une étude en 2018 a confirmé la présence de cholestérol dans des fossiles de Dickinsonia. Le cholestérol est un stérol animal, ce qui suggère que Dickinsonia était un animal primitif. Ce fut l'une des preuves les plus convaincantes à ce jour qu'au moins certains édiacariens étaient des animaux. Mais cela ne résout pas la question pour tous les organismes édiacariens. La biote édiacarienne nous montre la créativité de l'évolution à ses premiers stades. Ils ont été les pionniers de la vie complexe, ouvrant la voie à tout ce qui a suivi. Leur histoire est un rappel que la vie sur Terre est un processus continu de changement et d'expérimentation. C'est une narration de résilience, d'extinction et de l'émergence de nouvelles formes. Explorer l'édiacarien, c'est plonger dans les origines profondes de notre propre existence. C'est regarder en arrière vers un temps où la planète était une toile presque vide et la vie peignait ses premiers traits audacieux et complexes. Si cette histoire de l'édiacarien a éveillé votre curiosité, comme elle l'a fait pour nous, nous avons besoin de votre soutien. S'il vous plaît, abonnez-vous à Explorando pour plus de voyages fascinants à travers l'histoire et la science. Laissez un j'aime si vous avez trouvé ces informations précieuses et partagez la vidéo avec d'autres explorateurs. Vos commentaires sont très importants pour nous. Dites-nous quels autres mystères vous aimeriez que nous démolions.